Les pires craintes du seigneur Castellan, Urzarkar Creed, deviennent réalité. Loin de prendre fin, la 13e croisade noire d'Abaddon vient tout juste de débuter. En effet, le Pyrax Orcades, vaisseau éclaireur de la flotte de l'amiral Quaren, fait son retour en orbite autour de Cadia Secundus en bien piteux état. Avant de rendre l'âme, les derniers membres de son équipage font état de l'arrivée imminente d'une flotte de guerre d'une taille inimaginable, appartenant au séide de l'architraître. Une nuée enragée de vaisseaux de guerre, de navires démoniaques et de Space Hulk font route vers le monde forteresse qui assure encore, pour le moment, la défense de la porte cadienne. Pire encore, les Space Hulk massifs, qui naviguent au centre du dispositif des forces du chaos, escortent une bâtisse plus effroyable encore, une Blackstone Fortress tueuse de monde. Urzarkar Creed en est certain. Cette invasion est l'ultime frappe d'Abaddon à l'encontre des défenses cadiennes. Par conséquent, nul homme, nulle ressource, nulle tactique ne seront épargnés. Si cette ultime bataille se solde par une victoire, alors Cadia tiendra. Dans le cas contraire, c'est tout l'Imperium qui se retrouvera en péril de mort. Loin de Cadia, au milieu des étendues dévastées balayées par la poussière du monde d'Eriad 6, un projet vieux de 50 années solaires vacille jusqu'au bord du désastre. Pendant des milliers d'années standards, le système Eriad est considéré comme n'ayant aucune valeur stratégique. Baignant dans la poigne radioactive d'une étoile en colère, ces planètes n'ont que peu de ressources permettant de rendre toute tentative de colonisation humaine intéressante. Stratégiquement, le système est même considéré comme sacrifiable. Au début du 32e millénaire, la marine impériale établit un avant-poste orbital sur Eriad 6. Pendant un temps, le monde fait office de zone de transit pour être abandonné lorsque la 4e croisade noire d'Abaddon balaye le système Eriad au cours du 34e millénaire. Lorsque la grande citadelle de Cromark est menacée par les forces d'Abaddon, le haut commandement naval n'exprime aucune volonté de gaspiller ses ressources déjà limitées pour un avant-poste d'une si piètre valeur. La défense d'Eriad 6 prend fin avec la première salve des forces hérétiques et la croisade d'Abaddon poursuit sa route. Pendant les 6 millénaires standards qui suivent, le système Eriad passe inaperçu auprès des scribes de l'administratum, jusqu'à ce que la tempête warp de Storael force le vaisseau explorator Wayward Eye à se translater vers l'espace réel. Coincé à l'intérieur du système Eriad par les caprices de Storael, le capitaine du Wayward Eye prend l'initiative d'en réaliser une cartographie détaillée. Durant celle-ci, il découvre que la surface d'Eriad 6 a fait l'objet d'un bombardement massif dans un lointain passé. Des investigations complémentaires révèlent des fragments technologiques d'origines inconnues, éparpillés à travers le continent nord, suggérant l'existence d'autres secrets cachés plus profondément sous la surface. Il n'est pas clair comment de tels trésors ont pu ne pas être remarqués au cours de la précédente période de présence impériale au sein du système, mais le capitaine du Wayward Eye suppose que les bombardements en eux-mêmes peuvent avoir révélé les secrets d'Eriad 6. Avant que le capitaine ne puisse compléter ses investigations, la tempête warp se calme enfin. Le Wayward Eye soumet par conséquent le rapport de ses trouvailles et quitte le système Eriad, le laissant aussi inhabité qu'au jour où le vaisseau explorator est arrivé. Il n'en sera pas ainsi encore longtemps.
Durant les années qui suivent, 2 flottes parviennent sur Eriad. La première d'entre elles est le conclave Acquisitorius de l'Archimagos Belisarius Cole. Ayant reçu le rapport du Wayward Eye sur le chemin vers sa destination initiale, Cole modifie la trajectoire de sa flotte et entre en orbite d'Eriad 6, impatient d'apprendre les secrets cachés derrière la peau minée de cratères du monde. Le vénérable technoprêtre a passé la majorité des 10 derniers millénaires à réaliser des tâches répétitives sur Mars. La tentation de nouvelles découvertes est par conséquent trop forte pour être ignorée. Établissant un complexe de recherche dans les champs riches en artefacts du continent Nord, Cole débute la mission délicate de recherche et d'investigation. Les artefacts récupérés varient grandement en taille. Certains ne sont pas plus larges qu'un cerveau-crâne, tandis que d'autres ridiculisent en taille les serviteurs de combat cataphrons, qui se tiennent silencieusement autour du périmètre du site de fouille. Tous ces artefacts sont fondus et craquelés, ne donnant que peu d'indices quant à leur fonction originelle. Et ces mystères sont trop tentants pour Cole, qui se résout à creuser plus profondément la croûte d'Eriad afin de trouver des réponses. C'est alors que la seconde flotte arrive sur le système. Tandis que les navires de Cole ont été attirés vers Eriad par la promesse de connaissances cachées, les nouveaux arrivants, une flotte orque sous le joug brutal du Big Mech Gangrek, sont quant à eux attirés par les signatures des moteurs des propres vaisseaux de Cole. Gangrek a pour intention de s'emparer des vaisseaux du Mechanicus, faisant ainsi grossir sa propre flotte afin de correspondre à ses ambitions. En cela, ses ambitions excèdent fortement ses moyens. La flotte de vaisseaux branlants de Gangrek est oblitérée lors d'une bataille orbitale sauvage, ses équipages ne parvenant à échapper à un destin funeste uniquement grâce à un Tela Tepula de dernière minute. Cole, satisfait que la victoire se soit déroulée dans les paramètres prédéterminés, s'en retourne à ses excavations. Pendant ce temps, les boys de Gangrek s'adaptent rapidement à l'environnement hautement radioactif d'Eriad 6. Mieux encore, ils s'y épanouissent, épargnés par la menace de bombardements orbitaux en raison de tempêtes de poussière tumultueuses. Ils harcèlent alors le complexe de recherche de Cole. Chaque raid permet aux orques d'acquérir des débris et de la technologie volée, qu'ils s'empressent de réutiliser avec l'épave de leurs croiseurs tueurs, dont les restes pleuvent depuis les cieux sur les Maltaires éridianes. Les adeptes de Cole ne voient que la nature sporadique de ces raids et n'en déduisent pas de plan plus large, pour la simple et bonne raison que Gangrek n'en a pas. En effet, le Big Mech est imprévisible, même selon les critères orques. Il est un anathème aux guerriers rigoureux et méthodiques de l'Omni-Messie, car ceux-ci ne peuvent défaire ce qu'ils ne peuvent anticiper. Régulièrement, des patrouilles de Skitarii tombent dans des embuscades et sont submergées. Les ferro-échassiers bravent les tempêtes de poussière et se rapprochent des avant-postes de Gangrek uniquement pour découvrir que ces bâtiments improvisés ont été minés et que leurs propres bastions sont en feu. Enfin, Cole détourne son attention de ses études et prend le commandement direct de ces désastres naissants. Reconnaissant la nécessité de proposer à Gangrek un leurre irrésistible, il ordonne au prochain largage de ravitaillement d'avoir lieu à l'extrême limite du complexe du Mechanicus. En effet, la fin du Big Mech pour le matériel de récupération est la seule constante au cours de cette guerre inconstante, et Cole est déterminé à en tirer le moindre avantage. Ainsi, lorsque les boys de Gangrek prennent d'assaut la zone de largage, les vaisseaux de transport qu'ils y découvrent ne débordent pas de matériel, mais de Skitarii en embuscade. La bataille qui s'ensuit durera toute la nuit glacée éridiane. Les tirs de Shuta et les cris de guerres enragés contrastant avec les volets méthodiques des fusils des Skitarii et les psaumes de données des électroprêtres. Sous le commandement direct de Cole,
Les guerriers de l'Adeptus Mechanicus remportent leur première réelle victoire depuis que les peaux vertes ont posé le pied sur Eriad 6. Le complexe du Mechanicus tient bon, bien qu'in extremis. Le point de bascule a lieu avec la mort spectaculaire de Gangrek par les rayons de l'atomiseur solaire de Cole. Bien que les orques se retirent, il en reste des milliers au-delà des clôtures électriques. Il devient clair pour l'Archimagos que sa mainmise sur Eriad 6 lui échappe. Calculant les probabilités, il décide à regret d'abandonner ses études et de retourner à la mission originelle pour laquelle il a quitté Mars. Il a en effet satisfait sa curiosité trop longtemps, mettant ainsi en péril le cargo inestimable à bord de son vaisseau et oublié ses obligations. Donnant l'ordre d'évacuation, Cole descend dans les tunnels sous la surface d'Eriad 6 une dernière fois. Laissant filer sa main le long des douces échardes noires, qui plus on descend sous la surface, plus celle-ci gagne en taille, Cole rumine sa frustration. Les découvertes cruciales ne pourraient être qu'à quelques jours, voire quelques heures. Mais quels que soient les trésors que cette planète renferme, il devrait attendre. Cole ne peut risquer de laisser sa relique à bord de son Arche Mechanicus plus longtemps sans surveillance. Se promettant de revenir, il ordonne à ses troupes de faire s'effondrer les tunnels, mettant ainsi le butin hors de portée des peaux vertes. Mais alors que Cole s'apprête à partir, il fait halte, incertain. Son regard parcourt la caverne, ses lentilles cliquetant et s'ajustant tandis qu'elle parcourt les ombres. Une forme fantomatique apparaît brièvement. Celle-ci prend la forme d'une femme encapuchonnée, d'un masque sans visage, aussi intangible que la fumée. La recalibration s'opère alors sans ordre conscient. Ses implants passent doucement en mode guerre. De l'énergie brute inonde les circuits de l'atomiseur solaire et les sensations telles que le flux sanguin dérivent vers un organe engourdi. Des données binaires inondent le tiers vide de l'esprit de Cole, tandis que des algorithmes divins traquent déjà les faiblesses de l'intrus. Tandis que celui-ci s'approche, Cole semble se souvenir de son identité. Il parcourt les bibelots archivés dans sa troisième conscience avant d'atteindre des fragments de mémoire, ainsi qu'un nom, la marcheuse du voile. Un flux de données illumine soudain son esprit. Elle est venue à lui dans sa forge, sur Mars, où il a œuvré si longtemps à sa tâche sacrée. Elle l'a forcé à aller de l'avant, à emmener son précieux cargo vers sa destination, prévue depuis longtemps. Elle lui a murmuré que le moment est venu et il a été incapable de résister. Il lui paraît étrange que, jusqu'à présent, il ait oublié cette rencontre. Le masque de la prophète des ombres prend finalement forme, une familiarité que Cole n'a plus vue depuis des millénaires. Son visage se stabilise pour un moment, puis se dissout dans un vortex de lumière dansante. Silandri, la marcheuse du voile, car tel est son nom, ordonne alors à Belisarius Cole de continuer de creuser. Puis, dans un éclat de lumière, elle disparaît. Ailleurs dans la galaxie, la première alarme est déclenchée par la cloche de Saint-Gerstal. Pourtant, pendant des milliers d'années standards, elle s'est tenue sur son piédestal, se contentant de faire face à l'éternité au sein de la vaste collection d'artefacts possédés par le tétrarque Nécron Trazyn l'Infini. Puis, un jour, pourtant semblable à tous les autres dans les couloirs immuables de Solemnas, le monde nécropole de Trazyn, la cloche se met à carillonner d'une force renouvelée, en défiance totale et inexplicable avec la voûte de stase qui la renferme. La première note lugubre qu'elle émet fend le plafond de sa chambre de stase, laissant échapper un flux de liquide de refroidissement qui dissout instantanément le dernier exemplaire des sculptures sur sable d'Ooliac. La seconde note déclenche une cascade logique à l'intérieur des circuits du programme maître de Solemnas, le faisant commander à chaque guerrier nécron des légions du monde nécropole de retourner en sommeil de stase. Lorsque la cloche de Saint-Gerstal fait retentir sa troisième note,
ces réverbérations sont si destructrices que même l'alliage composite de la peau des Nécrons ne peut contenir ces assauts. Trazyn en personne perd plus de 5 corps de substitution dans ses tentatives de plus en plus désespérées de faire revenir le silence au sein de son royaume. Après le 13e carillon, au moment où la survenance des dégâts collatéraux dépasse la capacité des gardiens canoptèques de Solemnas à les contenir, la cloche de Saint-Gerstal retombe finalement dans le silence. Ne s'arrêtant que pour bannir l'artefact de malheur dans les profondeurs de la toile, d'où il espère que celui-ci tourmentera les Eldar autant qu'il l'a incommodé dernièrement, le seigneur de Solemnas s'interroge sur la signification de tout ceci. Trazyn quitte alors son royaume, se dirigeant vers Thanatos, siège de la dynastie Nécron Oruskar et foyer de la merveille du planétaire galactique. Après des négociations avec la dynastie Oruskar, Trazyn est autorisé à accéder au planétaire lui-même, sous la garde vigilante de ses factionnaires. Tandis qu'il pénètre dans la sphère tourbillonnante de métal vivant et de lumière holographique, Trazyn réalise que quelque chose manque à l'appel. Il devine que les Oruskar sont au courant d'une corruption rampante depuis des siècles, peut-être même des millénaires, mais n'ont rien entrepris pour la combattre. Ils n'y sont pas autorisés, car l'inaction est le prix de leur rôle de gardien du planétaire galactique. Trazyn, quant à lui, ne connaît pas de telles restrictions. En effet, il ne reconnaît aucun maître, si ce n'est son propre amusement. Il pourrait agir, s'il le choisit, mais pour cela il doit d'abord déterminer la cause de cette corruption. Il perd alors toute notion du temps, en étudiant attentivement le planétaire, cherchant sans relâche la source des malheurs de la galaxie. Il la trouve enfin, loin vers le nord-est de Galactique, sur la bordure de l'œil de la terreur. Dans le planétaire, ce monde est catalogué comme une ligne de données trinaire, dont Trazyn oublie délibérément les détails. Mais pour l'Imperium, le monde est connu comme Cadia. Le tétrarque Nécron ne se souvient pas avoir déjà posé le pied sur ce monde lors d'aucun de ses voyages. À sa compréhension, il ne s'agit que d'un monde terne et gris, représentant un intérêt uniquement pour les belliqueux. D'un autre côté, si le rôle de sauveur commence à devenir lassant, Cadia pourrait sûrement représenter une opportunité d'étendre sa collection. Malheureusement, à cause de la cloche de Saint-Gerstal, la moitié de ses tombes de stase trempent profondément dans le liquide de refroidissement, et ses légions immobilisées sous le commandement du programme maître endommagé de Solemnas. Il est conscient qu'aucun de ses pairs ne lui prêterait une phalange ou deux. Quant à ses contacts au sein de l'Imperium, il ne peut se fier à eux non plus, car ils sont bien trop endoctrinés. Il décide par conséquent de s'enfoncer plus profondément dans les catacombes de Solemnas à la recherche d'un coffre de stase en particulier. Pendant ce temps, alors que Cadia Segundus devient le centre de l'attention galactique, des forces malveillantes cherchent à établir un avantage ailleurs. En effet, certains séides d'Abaddon enragent de ne pas pouvoir pousser plus avant leur assaut, en se contentant de contourner Cadia pour faire route directement vers le cœur de l'Imperium. Le prince démon Be'lakor ourdit un plan avec le forge-guerre Shontu des Iron Warriors, visant à pousser le maître de guerre à accélérer ses plans, voire à frapper directement Terra. Leur plan, émerger du warp et lancer une frappe éclair sur les forces impériales à l'arrière-garde, afin de s'emparer de l'un des joyaux de la flotte des Imperial Fist, la forteresse stellaire Phalanx, dont l'armement à la puissance incomparable est capable de frapper efficacement le palais impérial lui-même.